Il vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va être sur un petit update lecture du mois de février. Alors au mois de février, je ne vais pas vous mentir, on a quasiment été sur un 100% Sarah J. Maas. Donc déjà je me suis refait tous les Cotard en version audio. Je suis actuellement sur le dernier, donc celui avec Nesta. Je dois en être un petit peu moins de la moitié, donc je l'aurai fini certainement sans problème d'ici fin février. Et j'ai aussi lu du coup le tome 1, le tome 2 et le tome 3 de Keleana. Donc histoire que cet update ne soit pas trop long pour ceux qui ne sont pas fans de la plume de Sarah J. Maas, je vous propose de commencer par les deux autres livres que j'ai lus et ensuite on se fait un total Sarah J. Maas. Donc si malgré mes lectures assez peu diversifiées, ça vous dit de découvrir un petit peu ce que j'ai lu ce mois-ci, je vous laisse rester sur cette vidéo. On y va, c'est parti! Allez, donc pour les deux livres que j'ai lus hors des Keleana et des Cotard, il s'agit de deux petits graphiques. On commence avec le tome 4 de Loré Olympus que je n'ai pas trop aimé. Alors attention, on est toujours sur un livre qui est magnifique avec de superbes couleurs, des dessins qui sont extrêmement beaux. Ça, bien sûr, ça ne change pas, mais là, j'ai trouvé vraiment que ce tome ne servait à rien parce qu'il ne se passe rien. On est toujours, bien sûr, sur l'histoire d'Hadès et Perséphone, sur leur romance qui met beaucoup trop de temps à s'installer. Là, j'ai vraiment eu l'impression, en fait, qu'on retournait presque avant le tome 3. Il s'est rien passé depuis, leur relation n'a pas vraiment avancé. Donc vraiment, là, ce tome, bah, il n'était pas très intéressant. J'ai beau continuer à aimer bien sûr cette histoire, à aimer ces personnages, là c'était vraiment trop redondant et surtout je me perds, mais je n'arrête pas de me perdre dans les personnages. Il faut savoir que certes, j'essaye de vous trouver une page, les personnages sont tous un peu différents, ils ont tous une couleur différente, mais ça reste difficile vraiment de comprendre qui est qui. Parce qu'il y en a beaucoup, il y a énormément de dieux, on voit aussi des moments des fois de leur passé, et ça, bah, il y a un moment où j'y arrive plus quoi. Là, vous voyez, ils ont plus du tout le même aspect, ils sont chez les mortels, je crois. Donc vraiment, ce tome, j'ai eu beaucoup de mal. Alors attention, il n'empêche que je vais continuer de lire ces romans, de 1 parce que j'adore le design, parce que j'ai envie d'en savoir plus, mais j'espère vraiment que le tome 5 va avancer un petit peu plus parce que là sinon ça va être très long. Je suis désolée pour cette lumière absolument infâme, il fait quasiment nuit je pense dehors entre la brume, la pluie et les nuages, donc j'ai essayé de vous mettre une mini ring light à côté mais j'ai pas l'impression que ça rende très bien. Ça va pas être très agréable, je m'en excuse. Ensuite, on est sur le tome 5 de Heartstopper. Et là, par contre, on est encore une fois sur un coup de cœur. Les Heartstopper, je vous en ai parlé un tout petit peu sur ma vidéo de la Saint-Valentin parce que je vous ai surtout parlé de Nick. Et mon avis est toujours le même, j'adore ces romans. En plus d'être extrêmement mignon, j'adore les dessins. Les personnages sont géniaux, les problématiques qui sont dans les romans sont top, vraiment ils sont extrêmement bien faits. On aurait pu s'inquiéter un tout petit peu étant donné que sur ce tome on va aborder vraiment maintenant des problématiques plus adultes avec la découverte du sexe et du coup les envies de Nick et Charlie qui commencent petit à petit à éclore un petit peu. Malgré tout, encore et toujours, ce sujet est particulièrement bien traité. Les premiers émois, les premiers vrais amours charnels entre Nick et Charlie sont parfaits. On a aussi le point de vue du coup de leurs autres amis qui viennent un peu se greffer à l'histoire, qui sont d'eux-mêmes très bien écrits. On a en plus la problématique de Nick qui va devoir choisir son université. Est-ce qu'il va choisir l'université qui lui a le plus plu ou est-ce qu'il va rester auprès de Charlie pour ne pas s'éloigner de lui, pour être sûr que son couple résiste à cette nouvelle aventure? Je vous laisserai le découvrir. En tout cas, vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré aussi voir comme le personnage de Charlie évolue. C'est un personnage vraiment qui grandit au fil des tomes, qui apprend à s'aimer, qui apprend qu'il peut être lui-même et surtout qu'il peut être lui-même
pas à travers les autres. Et j'ai trouvé ça vraiment très fort et très intéressant pour des jeunes adultes qui liraient le roman. Moi personnellement j'ai 28 ans et des fois je me retrouve parfaitement dans le comportement de Charlie, donc je me dis que c'est un roman qui est vraiment fait pour tout âge. Ma seule déception concernant le roman Heartstopper, c'est qu'à la fin j'ai découvert que le prochain, donc le tome 6, serait le dernier. Alors là vraiment ça me fend le cœur parce que clairement un tome ça suffira pas pour conclure l'histoire de Nick et Charlie, j'en veux encore plus. Donc j'espère vraiment que l'autrice Alice Oseman va changer d'avis et va continuer à nous faire des romans Heartstopper, s'il vous plaît. Bon voilà, cette première partie d'update a été un petit peu rapide et maintenant on va passer sur les Kéléana. Donc histoire d'éviter de spoiler tout le monde, je vais vraiment vous faire mes updates tome par tome en espérant ne pas me tromper entre les événements du tome 1, du tome 2 et du tome 3. Donc on commence bien sûr avec le tome 1 de Kéléana. Donc l'histoire de Kéléana, qu'est-ce que c'est? On est sur Kéléana, qui est une assassineuse, donc qui est la plus grande assassineuse de son royaume, qui a été malheureusement envoyée en détention dans des mines où elle est vouée à mourir. Heureusement, nous avons le prince d'Orient, qui est le prince du royaume d'Adarlan, qui va venir la secourir pour faire d'elle du coup le champion du roi. Pour cela, elle va devoir affronter d'autres champions afin de devenir la meilleure et de pouvoir devenir l'assassineuse personnelle du roi. J'ai beaucoup aimé ce premier roman qui est vraiment du coup l'introduction parfaite pour rentrer dans l'univers de Kéléana. On découvre du coup plusieurs personnages. Le personnage de Kéléana que j'ai bien aimé, même si j'ai trouvé qu'il y avait quand même des petits couacs. C'est-à-dire qu'on nous dépeint quand même la plus grande assassineuse, la plus célèbre assassineuse du royaume, et on est quand même assez souvent face à une jeune fille, et juste une jeune fille un petit peu parfois mièvre, un petit peu... J'ai trouvé qu'elle était trop sensible, trop accessible, et surtout trop naïve par rapport à sa condition d'assassineuse. Donc bon, attention, hein, je dis pas qu'on peut pas être une grande assassineuse et rester une femme, c'est pas du tout ça que je dis, mais il y a certaines de ses réactions, franchement, une vraie assassineuse n'aurait pas eu ce comportement, c'est juste pas possible. Malgré tout, c'est un personnage que j'aime bien, hein, j'aime beaucoup sa sensibilité, j'aime son humour, j'aime toutes les épreuves qui l'ont forgée pour devenir la personne qu'elle est actuellement. Ça en fait un très bon personnage. On découvre aussi le prince d'Orient, qui... voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment beaucoup. Moi, il me fait juste ni chaud ni froid. À voir sur les prochains tomes. Et on rencontre bien sûr le garde Kaol, que j'aime beaucoup ce personnage qui est très fort mais en même temps très réfléchi. C'est un personnage, je pense, qui peut apporter beaucoup à l'histoire. En tout cas voilà, ce tome était plutôt intéressant même si très introductif. Il faut savoir qu'on ne sort vraiment pas du tout des portes du château, on est vraiment quasiment sur un huis clos. Ça m'a un peu dérangée même si au final, bon, je me suis dit que ça allait aller mieux sur les prochains tomes. On a quand même des débuts d'enquête, des débuts de complot politique qui vont être intéressants par la suite. Et c'est pour ça que pour l'instant, j'aime cette saga. On passe ensuite au tome 2 de Kéléana. Donc attention, bien sûr, si vous n'avez pas lu le tome 1 ou possiblement le tome 2, attention, il risque d'avoir des spoilers. Ce tome 2, je m'attendais à beaucoup plus. J'ai presque été un petit peu déçue, même s'il reste très intéressant. Je m'attendais déjà en premier lieu à ce qu'on sorte enfin du château et ce n'est pas le cas. Et juste ça déjà ça m'a beaucoup dérangée. Je me sens prisonnière de ce château et ça commence à franchement me peser. Malgré tout, l'histoire est à nouveau très intéressante. On a la relation avec la princesse Néhémia qui est encore plus mise en avant jusqu'à la fin tragique malheureusement, qui va être un déclencheur total pour Kéléana. On commence aussi à sentir poindre une petite révélation très importante qu'on découvre bien sûr à la fin. Je ne veux pas vous spoiler, mais en tout cas ça c'était la révélation que j'attendais parce que je sais que là elle va nous ouvrir les portes sur un univers beaucoup plus vaste.
Ensuite, j'ai aimé quand même ce qu'ils ont fait de Keleana dans ce tome, dans le sens où ça y est, c'est devenu l'assassineuse personnelle du roi. Et je m'attendais pas bien à plus, et je ne m'attendais surtout pas à ce qu'en fait, elle ne tue pas les personnes que le roi lui envoie tuer. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien pensé, et que c'était très très intéressant. Ça en révèle bien sûr beaucoup sur le caractère de Keleana, et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé aussi comment a été traitée sa relation avec Kaol, même si j'ai l'impression que ça ne va pas aller bien loin. Ce qui m'a un peu plus dérangée, c'est encore une fois le caractère de Keleana. Non, c'est pas possible en fait. On peut pas être une assassineuse et être aussi naïve. Il y a un moment, c'est juste pas possible. Elle se fait avoir des fois pour des trucs où j'ai envie de dire, mais enfin, même moi, je l'ai vu à 10 000 quoi. Pareil, la relation un petit peu entre Dorian, elle et Kaol, voilà. J'y trouve pas grand intérêt. J'ai très bien compris que Keleana allait finir par sortir de ce château. Et j'ai un gros doute sur les deux personnages. En soi, je ne pense pas qu'ils aient plus d'importance pour l'instant pour la suite. Donc voilà, je vois pas trop l'intérêt de lui mettre tant de relations avec eux. À la limite, sa relation avec Kaol, vu comment elle tourne, c'est important. Ça va vraiment la forger pour la suite, mais c'est tout. Ce que j'essaie d'expliquer assez difficilement, c'est que c'est la relation amoureuse qui n'a pas d'intérêt à mon sens. Par contre, la relation entre les personnages, bien sûr, est importante. Mais c'est vraiment la relation amoureuse qui ne sert à rien. Donc voilà, je ne me suis pas plus attachée que ça aux autres personnages. J'ai aimé que la magie soit plus présente dans ce roman, mais j'en attendais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ensuite, on arrive sur le tome 3, donc même mise en garde que précédemment. Si vous n'avez pas lu le tome 1, le tome 2 et si possible le tome 3, n'écoutez pas ce que je vais raconter, il va y avoir forcément des spoilers. Le tome 3, enfin, nous voilà sortis de ce maudit château, je n'en pouvais plus. Il était vraiment temps que ça se finisse. Et malgré tout, je me suis beaucoup ennuyée. Non, j'exagère, je me suis ennuyée sur à peu près un peu moins de la moitié, où vraiment j'ai trouvé la première partie très très longue à se mettre en place. On a découvert beaucoup de nouveaux personnages, beaucoup de nouveaux points de vue et ça m'a un peu dérangée. Alors attention, ça m'a dérangée, oui et non. Le personnage de Manon qu'on découvre, Manon du coup qui est une sorcière, je l'aime beaucoup. J'adore que les wyverns soient mis en place. Moi dès qu'il y a des bestioles je suis contente, donc quand ça ressemble à des dragons, je suis encore plus contente. Mais en fait je comprends pas trop pour l'instant ce qu'elle fait là. Donc attention, je comprends pas trop oui et non. J'ai bien compris que c'était une armée qui allait être levée par le roi d'Hiberne. Non, pas du tout le roi d'Hiberne. Pardon, je suis aussi dans un cotard. Par le roi d'Andarlan. Donc j'ai bien compris que c'était lui qui allait lever cette armée, mais les histoires de clans entre sorcières, etc., pour l'instant ça me perd beaucoup. Donc ça me dérange un petit peu. Mais malgré tout, c'est un personnage que je vais, je pense, adorer et qui est beaucoup, beaucoup plus profond que son caractère un peu brut, un peu à la Nesta, nous y laisse paraître. D'ailleurs, je vois beaucoup de similitudes entre ces deux personnages, donc je pense que je vais beaucoup aimer. Ensuite, quand on a les parties de point de vue du coup avec Keleana et le nouveau personnage qu'on découvre qui est Rohan, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup le personnage de Rohan, j'aime le couple qu'ils sont en train de former avec Keleana, même s'il y a un truc que j'ai pas compris. Moi, il y a un moment au début du livre où on nous dit que Rohan, c'est le cousin de Keleana. Ah, je suis désolée, mais là, non. Non, normalement les cousins ne sont pas en couple. Hein. Donc dites-moi si j'ai mal compris ou si j'ai très très bien compris et juste que bon, on s'en fiche. Moi ça me perturbe un peu quand même. Du coup à cause de ça justement, j'ai passé une bonne première partie du roman à me dire que c'était pas possible, qu'il n'y allait pas avoir de romance entre eux. Et du coup il y a des choses que je comprenais pas parce qu'elles appelaient forcément à une romance et moi je me disais bah non enfin ils sont cousins. Bah en fait aussi. Donc bon, malgré tout, attention, hein, ça m'a pas perturbée au point de ne pas apprécier ma lecture. Le personnage de Rohan a l'air génial. Il est très intéressant. Je pense qu'il a vécu énormément de choses. Et enfin, grâce à lui, on a de la magie qui se met en place. On a enfin Keleana, du coup, que je peux appeler, vu qu'on est entre nous,
à Eileen, qui vraiment se révèle, ses pouvoirs se révèlent, sa condition de fae aussi. Et ça, j'ai trouvé ça trop cool parce qu'enfin, ça bouge un peu. Là, ça y est, on va y aller. Donc vous l'aurez compris, les parties avec eux m'ont beaucoup plu. J'ai bien aimé aussi les personnages un petit peu moins importants qu'on voit dans les cuisines, etc. J'ai trouvé ça très très chouette. Le personnage de Maeve me fait très très peur. Je sais pas trop à quoi m'attendre avec elle, mais je sens que ça pue. Et par contre, les parties vraiment qui m'ont dérangée, où vraiment je m'en fichais complètement, c'est les parties avec Dorian et Kaol. Donc les parties avec Dorian, à la limite, bon, il se fait ses petits bisous là avec sa petite soigneuse, oui, bon, s'il veut, à la limite, bon, ça fait une petite pause dans le récit, oui, qu'il apprenne à gérer ses pouvoirs, oui, mais vraiment, je sais pas si c'est le personnage de Dorian qui me dérange, ou juste si c'est la situation, mais aucun intérêt. Et les moments avec Kaol et Aelion, il me semble que je me trompe pas, sont importants, bien sûr, hein, attention, hein, je me rends compte que c'est important et c'est important pour la suite, mais juste pareil, il y a plusieurs personnages, j'arrive pas trop à me rappeler les noms, voilà, pas grand intérêt non plus. J'attendais vraiment en fait les parties avec Manon et avec Aéline, et les autres parties je les lisais un peu vite quoi. Donc j'attends quand même de savoir ce que ça va donner parce que je suis sûre que Dorian, Aélion et Kaol vont être... enfin, attention, je veux pas spoiler tout, attention. Je pense qu'ils vont être d'un grand secours pour Keleana quand elle va tenter de monter sur le trône. Donc j'ai hâte quand même de les voir et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont devenir. J'ai beaucoup aimé la fin aussi de leur partie à eux. Là, j'ai trouvé que ça bougeait, c'était plus intéressant, même si je vous avoue que je m'y attendais un petit peu quand même. Mais voilà, il n'empêche que ce roman, je l'ai bien aimé, mais je vais faire une petite pause, je pense, avec Keleana. Je pense que je vais faire une petite pause avec Keleana parce que j'ai peur qu'au bout d'un moment, ça soit trop redondant et un peu indigeste. Donc voilà, je suis passée sur autre chose, là vous avez vu. En fin de mois, je me suis fait quelques graphiques, histoire de me vider un peu l'esprit. Et en l'occurrence, là, je me suis mis sur un petit TJ Clown qui n'est pas du tout dans le même univers. Et donc, qui va me faire, je pense, beaucoup de bien. Il n'empêche que cette saga, je pense qu'elle nous révèle, encore une fois, des choses géniales. On a beaucoup de personnages, on a beaucoup de choses là qui sont mises en place. On a des complots politiques, toutes ces choses qu'on aime tant avec la fantasy. Et en l'occurrence, avec Sarah J. Maas. Donc vraiment, je suis sûre qu'on est sur des aventures géniales qui nous attendent. On m'avait prévenu, hein, dans tous les cas, que le début de la saga était un petit peu long à se mettre en place. Je m'en suis vraiment rendu compte sur le tome 1 et 2. Mais je suis contente d'avoir tenu, d'avoir continué parce que c'était pas non plus horrible. Et le tome 3 nous apporte du coup des promesses très intéressantes pour la suite. Voilà pour ce petit update. Léa Cotard, c'est des relectures de relectures de relectures. En audio, c'était très intéressant, même si franchement, je me suis trop marrée avec les noms. Parce que vraiment, moi, je ne dis pas du tout les noms comme la personne qui lit les livres le faisait. Donc ça m'a fait trop rire. Il n'empêche que je passe toujours d'excellents moments avec cette saga. Vraiment, je l'adore. Et comme je vous l'ai dit, je pense vous faire une petite vidéo complète sur l'univers de Sarah J. Maas et sur tous les livres que j'aime tant. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi si une vidéo complète consacrée à Sarah J. Maas pourrait vous intéresser. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Salut!